il y a beaucoup plus dans la société que ce que l'idéologie nous en dit. Autrement dit, les relations sociales auxquelles nous assistons lorsque nous sommes sur le terrain ne se limitent d'abord pas à des mots ou des phrases que nous donnent les informateurs, parce que ce que disent les gens demande à être croisé par ce qu'ils font. Et très souvent, entre ce que les gens vous disent pour essayer de vous passer de la pommade ou magnifier l'originalité de leur culture, se trouvent démentis le jour suivant ou dans les semaines qui suivent parce que vous les voyez faire ou la manière dont vous les voyez pratiquer cette espèce de modèle qui vous ont annoncé ou énoncé lorsque vous les interrogiez. Donc je suis effectivement contre une anthropologie que j'appellerais une anthropologie de terrain de tabouret, où vous vous asseyez sur un tripode avec votre magnétophone et vous enregistrez ce que les gens vous disent. Non, il y a une observation qui demande une participation d'observation extrêmement profonde. Là non plus, ce n'est pas très original ce que je vais vous dire, mais c'est une manière de procéder et de faire qui semble être un tout petit peu passée à la trappe. Donc il y a plus dans la société et dans les relations sociales que ce que l'idéologie, c'est-à-dire l'orthodoxie, veut bien nous dire. Alors par exemple, pour illustrer cela, j'ai deux exemples extraordinaires qui vont introduire à mes expériences d'ethnographe et à ma réflexion d'anthropologue. La première est d'un grand poète linguiste qui s'appelle Ramanujan, et qui nous dit, spécialiste de littérature orale et de l'Inde du Sud, et qui nous dit, oui, sans doute, les dieux de la mythologie et de nos grands textes ne transpirent pas, ne sentent pas, n'ont pas d'odeur, n'éternuent pas, ne toussent pas, et les divinités, les femmes, les déesses, n'ont pas leurs règles. Mais dans le folklore, elles ont leurs règles. Donc ça veut dire que le folklore, ça accommode des règles du vivant et des rythmes du vivant, au point de faire saigner les déesses au moment des sacrifices à la déesse, comme si ces déesses avaient des formes vivantes correspondantes au cycle menstruel des épouses les plus présentes lors des cérémonies. Et puis un autre qui est un grand folkloriste du Rajasthan, les deux personnages que je vous cite sont malheureusement disparus, je les ai bien connus, beaucoup fréquentés et développé des amitiés de confiance formidables avec eux, et Komal Kothari, qui est lui un spécialiste du folklore du Rajasthan, nous explique dans un long ouvrage posthume comment les villageois opèrent, mettent en œuvre des formes particulières de savoir qui mobilisent des savoir-faire et des modes de transmission tout à fait particuliers, à savoir le cycle annuel de chacune des variétés culturelles qui mettent en terre, la mesuration des sols cultivés, la nature des graines plantées, l'humidité relative des sols, un contrôle de la topographie pour le ruissellement des eaux, la qualité du terrain et les compétences particulières qui sont associées à ces modes de mise en culture. À quoi sont associés des calendriers de fêtes et des rituels qui, participant de la religion, viennent comme compléter une incarnation qui montre une inscription profonde dans un environnement et dans des connaissances les plus immédiates et les plus concrètes. Autrement dit, les séquences spécifiques du temps et de l'espace représentent des formes très particulières de mode d'habiter, en anglais dwelling. Dwelling, c'est habiter habiter de manière vivante, au sens où Rilke disait, et Hölderlin, l'homme habite la terre en poète. C'est cette espèce de poétique du vivant que le geste, les techniques, les rythmes pratiqués par les gens nous apprennent bien au-delà d'une science des textes ou d'une ethnogéographie qui ne s'encombrerait que des modèles et jamais des actions.